semaine, c'est Robin, le chef de l'étable à la Bresse, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur un maquis à la rillette de truite fumée. On commence par quoi, Robin? Alors on va déjà ouvrir la poche de rillette fumée qu'on a faite. D'accord. Donc on a passé de la truite au fumoir une nuit, oui, qu'on a cuite vapeur ensuite et retravaillé après avec un peu de mascarpone, d'herbes et d'épices comme une rillette classique. D'accord, donc en gros tu prends ta truite fumée que tu cuis vapeur, Voilà. Ensuite tu la récupères et tu vas mélanger avec du mascarpone. Tu vas le couper quand même en petits dés ou non, avec le robot ça va Non, avec la truite crue, ses feuilles seules avec le mascarpone. Et les petites herbes, t'as mis quoi dedans? Annette, là c'est ciboulette, Annette fenouil. t'assaisonnes et puis là tu l'as mis en poche. Poché avec douille cannelée. Ça marche. Donc on va s'occuper de quoi là? La pomme peut-être? Voilà. Alors comment on fait si on n'a pas de... Bah ça de toute façon sinon on épluche la pomme. Ah Sinon, non, il faut pas... là ça permet d'avoir les fameuses bandes. Voilà, et l'avantage, alors on peut tailler très finement au couteau. Oui. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'on gâche absolument pas de produit. Si j'ai pas ça à la maison, en fait, je prends juste un économe, et je peux tourner autour de ma pomme comme ça. C'est un peu plus... c'est un peu plus long. Un peu plus long et un peu plus contraignant, mais ça fonctionne. Donc ensuite, on va récupérer donc notre bande de pommes. Ça nous fait une longue bande de pommes, pardon. D'accord. On va renrouler sur elle-même, juste pour pouvoir la parer joliment et nous tailler des segments réguliers qui vont nous permettre de bien pouvoir rouler des jolis maquis réguliers. Donc là, tu coupes et tu délimites finalement... Voilà, la hauteur de mon maquis. Voilà, donc là, on a notre jolie bande de pommes. Et là, on va se tailler des petits segments qu'on va quand même légèrement assaisonner. Donc là, tu viens de mettre ta fameuse... voilà, le macérat d'olive noire. D'olive noire. Un peu de fleur de sel. D'accord. Qu'on va lustrer. Et après, on n'a plus qu'à se rouler un joli maquis. Ouais, tu essayes de le faire en double pour bien évidemment que ça tienne. Pour que ça tienne, tout à fait. Et on après, va poser en cuillère. Oui, d'accord. Et voilà, donc on va se faire nos 8 petits cylindres. Mais en fait, tu prépares tout. À chaque fois, lustré, assaisonné. Et après, tu n'as plus qu'à terminer avec ta fameuse rillette. Voilà, alors c'est un assaisonnement et dans ce cas-là, l'huile d'olive sert surtout aussi à coller la pomme. Donc là, c'est bon, on a terminé, hein, voilà, les maquis sont prêts. On a nos cylindres, on va tailler nos jolis sifflets de cébettes. Oui, et après, on va les farcir. On n'a plus qu'à dresser. Donc là, c'est la phase un peu, je dirais délicate, il faut y aller tranquille, quoi. Ah, super, parfait. En plus, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que tu retrouves le goût de la truite fumée, mais dans un autre contenant que voilà, du pain. Et tout se mange. Le fumé, c'est particulier, donc après, il faut un peu de fraîcheur, un peu d'acidité, quelque chose qui réveille et qui vient relever le tout. Et là, donc, tu vas rajouter voilà, ça c'est pour le côté salin. Et puis derrière, c'est un produit, ça vient de Xertini, de la pisciculture du Frais Baril. Il fait ses petits œufs de truite. Ouais, ça reste en plus dans l'esprit. Et ensuite, un petit sifflet de cébettes à chaque fois. Oui. Il y a de la couleur. Et deux, c'est vrai, quand tu vois ça arriver, tu te poses la question sur le tour. Tu te dis, tiens... Et puis souvent, on n'annonce pas le côté fumé. Et ça fait tilter un peu les gens sont surpris. Les gens. Donc quand tu sais que c'est fumé, tu trouves tout de suite. Mais quand on te le dit pas, ça fait quand même un peu réfléchir. Une petite pointe de nouveau de macérat d'huile d'olive. Et pour finir. Et après, tu termines donc avec un petit zeste de komba. Ouais. Donc c'est un agrume qui est d'origine japonaise. Maintenant c'est produit en France aussi. Et donc ça permet de rajouter un goût citronné sans avoir l'acidité. On n'a que l'arôme du citron sans l'acidité. On y va, on goûte. Donc on a une bouchée. Voilà. Ok. C'est vraiment très bon. En fait, c'est rigolo parce que quand tu disais nous on n'annonce pas le côté fumé, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté très surprenant en fait. Quand tu ne le sais pas, on sent bien le fumé. Et le côté pomme est vraiment là pour apporter le peps. Pour souvenir, ça apporte un peu de match quand même. Le sifflet de cébettes pique un peu, peps un peu. C'est très bon.
Et puis je trouve ce qui est sympa, c'est que ça sort de l'ordinaire. La façon dont on le présente, on l'associe avec la pomme, c'est assez original. Donc non, c'est cool. Une belle première mise en bouche. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va travailler du butternut avec un œuf parfait, un peu de chèvre du coin et des noisettes. Donc là, tu as coupé la butternut. Donc tu vas la parer, on va dire ça comme ça. Voilà, on l'emporte-pièce, c'est juste pour faire une jolie forme. Nous, de toute façon, on lance toujours des soupes avec les parures, ce genre de choses. Cette butternut-là, en fait, on va la cuire et l'idée, c'est de partir sur une tartelette. Donc là, elle va remplacer la pâte feuilletée. Le palais de butternut remplace la pâte. Remplace le fond de tarte, ouais. Donc hop, donc tu la coupes. Donc là, on emporte-pièce. On peut tout à fait laisser comme ça en forme un peu plus irrégulière, mais là, c'est juste pour que ce soit plus joli. Ouais, tu voulais vraiment la belle tartelette bien définie, quoi. Et donc on va la cuire. Alors toi, tu vas la cuire au four vapeur. Maintenant, si on n'a pas un four vapeur, on peut la cuire dans un panier. Bon, alors on peut colorer si c'est ça qu'on recherche. Nous, on veut garder le beau palais orange. Ah, on aurait pu la colorer. On aurait pu d'abord la marquer et quand même la finir au four. Mais là, ce qu'on cherche, c'est garder le produit simple. Ouais, et le vrai goût, donc toi, tu vas le cuire comme ça pour garder le bon goût butternut. Et cuisson vapeur, il y a aussi c'est là qu'il y a le moins de pertes en termes nutritionnels aussi. Donc là, on part pour une dizaine de minutes. Ouais, je pense 8 minutes, ce sera bien. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, on va tailler nos petits copeaux de tomes de chèvre. D'accord, donc ça c'est une tome qui vient du coin? Voilà, de Ventron, chèvrerie peu de gouttes, famille Grand Girard. D'accord. Qui travaille très correctement, c'est une structure très familiale, il y a trentaine de chèvres, 35 chèvres. Ah oui, donc là on est vraiment dans une petite production. Donc nous on a décidé de partir sur des copeaux pour que ça reste agréable à manger. Alors après le taillage c'est au goût de chacun, on aurait pu faire des petits cubes, on aurait pu faire... Oui après toi tu pars vraiment sur et voilà, nous on va quelque chose et puis avec la chaleur ça va légèrement fondre. On aurait pu aussi tailler des belles tranches et on aurait pu regratiner tout le plat entier au four ça au final. Aussi, quoi. Ça c'est... De toute façon t'es comme dans la tartelette, au-dessus quand c'est un peu gratiné etc. Voilà, avec le fromage, c'est l'esprit. Exactement. Et 1 minute avant la fin de la cuisson de butternut, on va se remettre nos œufs parfaits en température dans une eau frémissante. Parce que là ils sont déjà cuits. Voilà, ils sont cuits, donc c'est un œuf parfait qui est resté une heure en cuisson à 63 degrés. D'accord. Donc les palets de butternut vont sortir de cuisson dans 1 minute. Là on va simplement se remettre en température les œufs parfaits une trentaine de secondes dans l'eau frémissante. Oui, c'est vraiment une remise en température. C'est extrêmement rapide. On peut même enlever Oui, comme l'eau est déjà chaude, tu les laisses comme ça. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ouais, donc en plus, c'est super rapide. Voilà, donc ils sont restés... alors selon l'épaisseur, mais là ils sont restés 10 minutes. Oui, donc 0 coloration. Voilà, donc on va leur apporter un petit... Là ils sont nature de chez nature. Ouais, tu vas les assaisonner, je suppose. Donc on va leur apporter un petit assaisonnement quand même. Donc on a de l'huile de noisette pour rester cohérent parce qu'on décide de mettre des noisettes, mais pareil de l'huile d'olive ça marche très bien aussi. Bah, en général l'association butternut noisette et c'est connu, voilà, aussi, les courges développent un petit arôme. Un peu de fleur de sel aussi. Oui, donc là tu assaisonnes parce que tu l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Voilà, et on va se réemporte-piécer l'intérieur du butternut pour pouvoir caler notre œuf. D'accord, tu vas piéger ton œuf d'accord dedans. Super. Ensuite, donc là, tu vas les mettre dans tes assiettes. On y va. On va récupérer nos œufs. Chercher nos œufs parfaits. On va pouvoir aller casser dans notre petite tartelette. Donc on va piéger l'œuf dedans. Ah, c'est vraiment top, hein. Voilà, et donc en finition, on a nos copeaux de chèvre, nos petites noisettes torréfiées, graines de courge aussi. Des graines de courge, on a récupéré les graines de butternut pour utiliser tout le produit, on les a simplement fait sécher. Et une petite salade d'herbes, ça c'est juste pour la fraîcheur et la couleur. D'accord.
attaqué par les noisettes. On a l'huile de noisette, mais au moins on l'a en vraie noisette. Et ça rapporte un peu de mâche, un peu de texture aussi. Les petites graines de courge. Hop, je vais mettre les noisettes. Et voilà, l'idée avec les cocos, c'est de rajouter un peu de gourmandise, un peu de volume aussi. Sachant que j'ai relevé que tu n'avais pas mis de sel sur l'œuf, c'est voulu, parce que j'imagine la tome de chèvre. Voilà, la tome de chèvre est légèrement salée. Et l'œuf est à peine tiède, pas forcément chaud. D'accord. Ce qui fait que le fromage ne va pas fondre, mais va quand même prendre en température et développer au maximum ses arômes. La petite salade d'herbe à l'huile de noisette. Donc là, dans ta salade d'herbe, t'as quoi? T'as de la nette? Nous, on fait avec ce qu'il y a dans le jardin. D'accord. Donc là, on a de l'oseille veinée, encore on a un peu de pousse de chiso, on a de la nette, on a du fenouil. D'accord. Et on a aussi un peu d'estragon. Super. Bon, on va goûter. On y va. On le coupe. Voilà, le but c'est de faire couler le jaune. C'est top. C'est top parce que effectivement, ça a bien gardé le goût de la butternut, ce goût-là, mais de manière, je dirais, neutre. Tu sais, on n'a vraiment que le goût de la butternut. Et un peu croquant, pas surcuit. C'est ça. Et l'œuf est vraiment là pour apporter la gourmandise avec la tomme de chèvre, les petites noisettes qui apportent de la mâche. Non, c'est vraiment une belle recette. C'est très esthétique. Et pour le coup, ça reste très facile. Donc non, je valide. On fait quoi ensuite? Ensuite, on est parti sur un filet de turbo, un risotto de céleri, un fumé au citron vert confit et une petite tuile à l'ail noir, pardon. Donc là, on va commencer notre risotto de céleri, donc comme un risotto voilà, classique. Exactement, classique. On va suer des échalotes ciselées. On va utiliser vraiment les mêmes, le même principe qu'un risotto. La même technique. Donc là, on fait revenir nos petites échalotes. Surtout pas de coloration. Non. Le but c'est comme un risotto, donc là on a pris du céleri, c'est que ça reste bien blanc. Voilà, là on est pas mal. Et donc comme un risotto, tu vas faire revenir ton céleri, tu vas l'enrober. Oui, parce que comme un risotto, tu veux quand même qu'il y ait un petit peu de croquant. Enfin, faut pas que ça soit surcuit. On parle de risotto, donc derrière il faut un peu de mâche quand même. Et donc là, tu vas mouiller avec donc là, on va mouiller sauce. Au fumé. Au fumé. Et c'est rigolo, il est tout foncé ton fumé. En général, un fumé, il est clair. Ouais, mais je lance ça comme un jus de viande, c'est-à-dire que je colore les parures de poisson et du coup, ça donne une coloration. Avant de lancer le fumé. Ouais. Avec le fumé qui nous reste, on a décidé de travailler avec du citron vert confit. C'est ce que j'allais dire, ouais. Un des seuls avantages du confinement, on va dire, on a pu faire pas mal de conserverie, de fermentation, de tout ça. Donc là, c'est un essai, on a décidé de partir comme du citron jaune confit classique, mais avec du citron vert. Et ça apporte un petit... ça peps un peu plus. Donc ça sera dans ta sauce qu'on va retrouver ça. Voilà, exactement. Donc on a récupéré nos citrons verts, on a enlevé toute la pulpe et jus pour qu'il nous reste plus que le zeste. Et bien faire attention aussi à enlever tout le blanc. J'en ai laissé un peu parce que je cherche un peu d'amertume. Et si on en laisse trop, par contre c'est trop amer. Et donc voilà, on va juste infuser gentiment nos zestes de citron vert dans le fumé. On va faire réduire encore doucement. Et pour finir la liaison, on le crémera juste légèrement, oui, donc dans la sauce, on va vraiment avoir ce goût-là de citron vert. Voilà. En parallèle, on peut se lancer une cuisson de tuiles dentelle. Donc c'est une recette classique. Huile d'olive, eau, farine. Donc une poêle bien chaude et puis après, hop. Et il n'y a plus qu'à laisser l'humidité s'évaporer. Et de toute façon, quand c'est cuit, on le voit tout de suite. Ça fait ressortir l'huile. Du coup, avant de poser sur assiette, avant l'utilisation, c'est bien d'essorer un peu sur papier absorbant, c'est tout. Là, la tuile est bien. Belle coloration. Voilà, on peut la débarrasser et l'utiliser telle quelle. Maintenant, dans la poêle, ça se travaille assez facilement. Donc on peut lui donner un peu la forme qu'on veut. Là, on va essayer de faire des petits cylindres. Essayer d'avoir un petit peu la même forme que notre petite goujonnette de turbo. Et voilà, enroulé comme ça, ça va nous apporter un peu
un peu de volume supplémentaire. Donc là, le risotto, c'est à sec. Voilà, tout à fait. Tout le bouillon a été absorbé. Tout le bouillon a été bu. Donc on va crémer légèrement pour finir. D'accord. On va en profiter pour crémer un peu notre fumet réduit aussi. D'accord, donc tu le crèmes. Voilà, et on n'aura plus qu'à le mixer et l'émulsionner au moment du dressage. Et puis on va cuire notre voilà. turbo. Alors on va passer à la cuisson du poisson. Donc, tu le mets dans la farine. On enlève bien l'excédent, c'est important, sinon... Et tu mets de la farine que d'un côté. Voilà. D'accord. Là, on va laisser la chaleur se diffuser et monter tout doucement. Oui. Et on retournera le poisson vraiment uniquement 10 secondes avant le dressage. D'accord. Histoire de colorer la dernière face. Mais l'intérieur et les côtés seront déjà cuits. Seront déjà cuits, tout à fait. Oui, donc on est sur une cuisson à l'unilatéral. Voilà. Donc là, tu vas dresser ton céleri, risotto céleri, dans ton emporte-pièce. Mais c'est vrai que c'est sympa de partir comme ça sur un légume que tu transformes façon risotto. Un légume travaillé comme un parce que tu vois, par exemple, clairement, des... je pense qu'une cible qui n'est pas trop légume, tu peux leur faire manger du légume. On a le côté très gourmand. Notre turbo. Ton turbo. Et la petite tuile. Voilà, la petite tuile. Pareil, effectivement, qui permet de donner du volume. Et en finition, on a juste une petite crème d'ail. Donc c'est de l'ail cuit dans la crème, tout simple, mixé. Crème d'ail qui va condimenter et décorer ton assiette. Et puis la petite sauce aussi. Bon, sachant que le jus, tu l'avais déjà mixé, chinoisé, et on l'avait fait réduire derrière pour vraiment concentrer. Pour avoir la liaison escomptée. Et on a stoppé. Alors on aurait pu continuer parce que là elle est un peu liquide, donc on aurait pu continuer pour la liaison. Qu'elle prenne encore plus en. Par contre, ça apportait trop d'amertume avec le citron vert. Donc on va rester comme ça. Et il n'y a plus qu'à. Valentine, je te laisse saucer. Tu veux que je mette quoi dessus? Ou à côté plutôt, comme ça? Ouais, un petit cordon. Hop là. Et après, on va goûter. Hein? Alors attends. C'est bon parce que déjà on a un côté gourmand, le goût du céleri, la cuisson du turbo est parfaite. C'est rigolo en rajoutant cette petite crème d'ail, tu sais, le fait d'apporter ce condiment, c'est vraiment top, c'est très gourmand. Ce qui est bien, je trouve, dans cette recette-là, c'est que tout est facile, quoi. Et tu as quand même le peps dans ta petite sauce de citron vert qui est là pour... Voilà. Il y a un côté terre et mer parce que le céleri rave a un côté très terreux. Ouais. Donc c'est une belle recette. Franchement, bravo. On se régale. On fait quoi ensuite, Robin? Un escargot de viande d'agneau. Donc c'est une farce de viande type bourguignon roulée dans une pâte à nouilles qu'on va agrémenter d'un petit bouillon d'agneau et de petits légumes. Donc là, tu étales ta pâte pour faire des... Comment on dit en Alsacien? C'est Fleischknacker. La traduction littérale, c'est escargot de viande. Voilà, moi je me suis pas lancée dans la prononciation, j'ai dit escargot de viande. Donc là, tu étales ta pâte. La pâte, la recette, c'est quoi? C'est une pâte à nouilles classique, donc un œuf pour 100 g de farine. Selon la farine qu'on utilise et la taille de l'œuf, éventuellement mouillé avec un peu d'eau, mais c'est pas... Donc c'est une pâte vraiment pâte. C'est une pâte à nouilles classique. D'accord. Et à l'intérieur, on aura notre viande dedans. Voilà, là c'est ma farce. Que tu as réalisé avec de l'agneau. Voilà, j'ai mis sous vide et j'ai taillé le beau carré juste pour qu'on gagne du temps. Et donc dans ta farce, tu as de l'agneau. Voilà, de l'agneau bien mouillé au jus de cuisson. Pas que ce soit trop sec parce que la pâte à nouilles va boire. Et dedans, voilà, je vois qu'il y a des petites carottes, des choses comme ça. Il y a des petits morceaux de légumes, j'ai rajouté un peu d'herbe après, mais sinon, vraiment, on utilise toute la cuisson du pot-au-feu ou du bourguignon qu'on fait. Donc la garniture aromatique classique, céleri, ail, carottes et tout ça. Donc on a juste... Bah, toi, tu vas le retourner. Voilà, à déposer notre farce d'agneau. Donc ça, c'est quelque chose que tu mangeais que tu mangeais quand tu étais petit? Voilà. Donc vraiment, tu découpes. Voilà. Donc, et après, tu vas rouler. Voilà. Et d'où le terme d'escargot, parce qu'on aura la pâte, en fait, qui va faire l'escargot. Et après, on va se tailler des escargots, les colorer à la poêle et mouiller au bouillon, finir la cuisson au four.
Donc ce qu'on fait en restauration, c'est qu'on va le mettre en torchon, le souder et le cuire vapeur. Au moment du service, il n'y a plus qu'à enlever le torchon. La pâte à nouilles est cuite, donc il n'y a plus qu'à colorer et à servir. Et là, on va se faire une cuisson en direct, donc on va se tailler l'escargot comme ça. T'en comptes combien par personne? Alors ça dépend de comment on les taille. Moi j'essaie de les laisser assez épais pour pas que ce soit très sec. Mais maintenant on peut tout à fait tailler finement. Après c'est de la pâte à nouilles et de la farce de viande, ça nourrit son homme quoi. Y a pas. D'accord, bon, on est plutôt effectivement sur des recettes en amont d'hiver. C'est des bonnes recettes paysannes, c'est fait pour ça. Et donc pour accompagner tes escargots, donc la sauce, c'est quoi? C'est la sauce du bourguignon? Voilà, c'est le jus du bourguignon qui a juste été passé, donc on a enlevé toutes les impuretés, tous les os, le reste de garniture qui pouvait y avoir. Et on va mouiller à mi-hauteur nos escargots avant de finir la cuisson au four. Donc là, on les passe en cuisson. Voilà. Donc, là, tu veux une coloration, j'imagine, recto verso. Voilà. Après, tu vas mettre ta fameuse sauce et tu termines au four. Beurre à peine mousseux. Et quand le beurre devient noisette, normalement notre escargot est bien coloré. Donc voilà, c'est extrêmement rapide. D'accord. Ah ouais, donc là on a une belle coloration, tu les retournes. Et après... Voilà, on va les débarrasser. D'accord. Suffisamment espacés pour pas qu'ils collent en trop. Et derrière, le but c'est de cuire la pâte. Donc pour qu'il n'y ait pas de choc de température, il faut juste que le bouillon soit bien chaud. Donc après, hop, tu verses donc, ta sauce. Voilà, à mi-hauteur. Là, vous verrez, dans une dizaine de minutes, en sortie de cuisson, il restera quasiment pas de bouillon. D'accord. Donc là, four à 180. Voilà, 10-12 minutes, ça devrait être bien. Hop. Et pendant que notre agneau cuit, on va juste tailler nos petits légumes. Oui. Donc là, Robin, on remet à température. Il y a quoi dedans? Donc voilà, des petits légumes. Alors c'est brunade à chaque fois de carottes, céleri et céleri branche qu'on a cuit séparément pour respecter la cuisson idéale de chaque produit. Et une petite tombée de cèpe. Ça c'est par pur plaisir, on en a dans le coin, donc vraiment tout simple. D'accord. Et au dressage, ça tu vas le mettre où? Et au dressage, ça on va comme petite surprise sous notre escargot. D'accord. Donc on remet ça à température et puis après on dresse dans la foulée. Voilà. Et puis après on n'a plus qu'à dresser. Donc tu mets au fond tes petits légumes avec tes cèpes. Voilà. Ta petite brunoise. Notre petite brunoise de légumes. Ça va accueillir ton escargot de viande. Donc tu mets ton escargot. Voilà. Et après, tu vas donner du volume. Donc là, c'est... Voilà, un peu de légumes crus. Donc là, on est sur du radis. Ça, c'est du radis blanc. On peut prendre du radis noir, mais ça pique plus. Là, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Là, c'est du croquant léger. Et derrière, on a des jolies lamelles de champignons, betterave shoga et mini fenouil passé à la mandoline. Ah, super. Et tu vas rajouter... qu'on va simplement lustrer à l'huile d'olive. Et on va aussi zester des petites sommités de chou-fleur crues, jaune et violet. Donc c'est pour la couleur, mais ça apporte aussi un petit goût amande. Et j'ai préparé aussi pour finir simplement un petit lait infusé à la sauge qu'on émulsionne tu rajoutes ta petite écume à la sauge. Au dernier moment, la petite écume. Bah, super. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà, on finit notre assiette avec le bouillon de cuisson pour mouiller. Et voilà, ça c'est gourmand, ça fait dans l'esprit d'une petite soupe de grand-mère, mais oui, puis c'est bien, on réutilise pour le coup tout notre bouillon, quoi. Et voilà. Ah bon, on y va, on va goûter, c'est beau. Hein. Bon, c'est dommage parce que le joli dressage, on l'expose assez vite quand même. Franchement, c'est curieux. Ouais, ça tue. Franchement, c'est divin. En fait, c'est top parce que on a beau dire n'importe quoi, mais tu sais, les vieilles recettes de grand-mère, quand même, ça, on sent
ça a été cuisiné. Enfin, tu sais, le bouillon, il a été travaillé. La cuisson longue, ouais. le bouillon. C'est vraiment divin, c'est plein de goût. Vraiment, c'est trop bon. Je suis bluffée. Wow. Merci. Prochaine recette, du coup, c'est... Ouais, c'est du dessert, donc ce sera pour Audrey. Oui, elle va faire quoi, Audrey? Ce sera une pavlova aux fruits exotiques. Donc là, Audrey, tu coupes les fruits, hein? Exactement. Donc pavlova, pas fruit de la passion. Il y aura du fruit de la passion, mais aussi pas que. fruits exotiques, on va dire ça comme ça. T'as quoi comme fruit d'ailleurs? Alors, on a une orange, on a du fruit de la dragon, Oui. du dragon, pitaya aussi, ça s'appelle. C'est ça. Kiwi, fruit de la passion. On a fait une petite compotée d'ananas aussi. D'accord. Avec de la vanille. Avec bien vanillé, ouais. Moi, j'aime bien la vanille. Donc tu fais des petites billes du fruit du dragon. C'est un dessert qui est avant tout esthétique, en fait. Il faut vraiment que les gens, quand ils le voient arriver, ils aient envie de taper dedans. Et donc pavlova, tu as fait une meringue. C'est ça, donc moi je fais des meringues un peu soufflées en fait. Donc je fais une base de meringue classique, hein, du blanc et le double de sucre, sucre glace. On laisse bien tourner et après en fait je les souffle d'abord au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Donc là elles gonflent bien et après on les laisse juste sécher 20 minutes. Pour vraiment qu'elles soient très volumineuses, voilà. C'est le principe. D'accord. Donc là c'est bon, on va dresser parce qu'on a déjà tous nos fruits qui sont prêts. Alors juste une question, la compotée d'ananas, tu l'as simplement fait revenir avec un petit peu de beurre Alors un petit peu de beurre et j'ai juste mis un tout petit peu de cassonade pour que ça caramélise un peu. On voit il est un peu coloré, il y a une petite coloration. Mais pas trop parce qu'on a déjà de la meringue, enfin on est déjà sur le sucre donc je voulais pas en rajouter trop, c'était vraiment pour la couleur en fait. D'accord, et crème montée, pareil avec de la vanille? Oui, et un petit peu de sucre? Très peu aussi et un peu de mascarpone pour qu'elle ait vraiment une belle tenue. D'accord. Et là, donc c'est bon, on va dresser. On y va. Je te laisse opérer. Donc hop, tu mets une base donc, de crème fouettée pour accrocher exactement, ça c'est pour éviter la meringue. Que je les balade quand je les sers après. Donc là, c'est bon, on a posé nos meringues. Là, tu vas rajouter finalement tous tes petits fruits. Alors, je mets d'abord la compotée d'ananas. D'accord. Et en fait, on va recouvrir de crème fouettée. Ça fera un peu surprise. Oui, l'idée, c'est d'avoir ce côté, tiens, waouh, qu'est-ce que c'est si tu veux, je vois, je fais la... Bah écoute, au pire, t'en fais une et puis je fais les autres dans la foulée. Ça marche. Si ça te va. Donc ensuite, donc, tu recouvres de crème fouettée. Voilà, joliment. Ouais, pour vraiment masquer tout ça. Je te passe le bébé. Ouais, j'essaye de masquer au maximum. Bon, je sais pas si ça sera aussi esthétique que toi, mais... On fera un concours. Ouais. Et donc après, tu places tout voilà, il n'y a pas de règle. Hein. L'important, c'est juste que ce soit joli et qu'il y ait du fruit. Là, ça, c'est un dessert que tu as en ce moment à la carte. Tu le mets à quel moment de l'année? Alors, en fait, ça dépend. En hiver, je le fais régulièrement aux fruits exotiques. Mais alors, en été, avec fraises rhubarbe, ça marche très bien. Ouais. Les gens ici, ils adorent. Ils me la réclament régulièrement. Donc, généralement, elle revient en été. Tu peux la décliner en fonction des produits du moment, quoi. Oui, c'est ça, avec les fruits que... Alors après, pommes, poires, c'est moins intéressant parce que c'est vrai qu'il faut souvent rajouter un peu de sucre. Et comme la meringue, là déjà, ça vaut pas trop le coup. Je zeste un peu de citron, pour toujours un peu d'acidité. Et donc là, tu rajoutes une tuile pour apporter un peu de volume. Oui, un peu de volume, un peu de croustillant. Et puis c'est bon là. Et là, on est prêt. D'accord, on va goûter. Il faut tout détruire. Ça reste classique, mais c'est tellement bon. C'est frais, pas trop sucré. Là, l'équilibre du sucre, il est vraiment bien géré. Mais c'est vrai que ta meringue, elle est très sympa. On a vraiment ce côté croustillant extérieur et un peu moelleux comme ça à l'intérieur. Donc, parfait. Belle recette. Merci. C'est vraiment top. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. Et Robin pour l'accueil. On s'est régalé comme d'habitude. Donc, on reviendra comme d'habitude. Et on sera là.